non, justement, notre première présentatrice, donc, qui s'appelle Anne-Catherine, qui va vous parler de comment faire du vélo ici à Sherbrooke. Donc, merci, on applaudit un petit peu, et on commence tout de suite. Bonsoir à tous et à toutes. Ça me fait super plaisir d'être ici ce soir pour vous parler d'un sujet qui me passionne, qui est la popularisation du vélo comme mode de transport utilitaire, et particulièrement à Sherbrooke. Je m'y suis penchée dans le cadre de ma maîtrise en gestion de l'environnement il y a déjà 2 ans de ça, donc j'ai dédié la rédaction de mon essai de fin de maîtrise à ce sujet-là. Facile d'intégrer une activité physique à la routine. Le fait de se rendre à nos activités, à nos lieux d'emploi, aux services en vélo, ben c'est vraiment une façon facile d'intégrer ça. C'est démontré que qu'une utilisation quotidienne du vélo comme mode de transport permet de réduire de 11% les risques de maladies cardiovasculaires, donc c'est quand même assez important. Ça permet aussi de réduire les émissions polluantes qui induisent le smog, qui sont dues au transport automobile. Puis ça permet aussi d'augmenter la concentration puis la productivité au travail notamment. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais dire vélo, mais je parle toujours de l'utilisation du vélo comme mode de transport utilitaire. Je ne vais pas dire tout le gros nom là, parce que ça va être lourd un peu, mais le vélo au quotidien finalement, pour se rendre à nos services et emplois. Pourquoi? Ben pour l'environnement, parce que ça permet de réduire les GES émis par nos déplacements. Quand on sait que chaque véhicule émet en moyenne 4,3 tonnes de GES par année, puis que le secteur des transports est responsable de 40% des GES au niveau provincial, donc c'est une façon de réduire les GES aussi. Pour le temps, parce que ça permet des économies de temps. Pour une distance de moins de 3 km, le vélo est compétitif à la voiture. En fait, le vélo et la marche sont optimaux sur le plan du temps, finalement. Puis, le temps qu'on passe à vélo, on n'a pas besoin de le passer au gym. Puis ça... Merci, mon public. Tu m'as déconcentré, là, mon public. Puis ça permet aussi d'être complètement indépendant en termes de temps. Tu sais, comparativement à l'auto où on va être pris dans le trafic, ben le vélo, on ne sera pas pris dans le trafic. Puis comparativement à l'autobus, ben on choisit quand on part puis quand on arrive finalement. Pour l'argent, le nôtre est celui de l'État. Donc, les ménages québécois dépensent annuellement 37 milliards de dollars pour leurs véhicules et pour l'essence, ce qui représente 20% du budget annuel des ménages, et ce qui classe la dépense des transports en deuxième priorité. Donc, on dépense plus pour se déplacer que pour se nourrir, ce qui est quand même assez impressionnant. Puis, à ces 37 milliards-là, on doit ajouter 7,6 milliards de dollars, donc à environ l'équivalent de 1 000 dollars par Québécois pour toutes les externalités de l'utilisation de l'auto, comme la congestion automobile, tous les services publics, en fait, la santé publique, la justice, tout ce qui est relié au transport automobile, finalement. Puis, l'utilisation du vélo sur une base quotidienne, ça permettrait des économies de l'ordre de 10 000 $ par personne par année. Donc, c'est impressionnant. Pour la vie de quartier, bien évidemment, c'est un mode de transport hyper inclusif parce que c'est un mode de transport peu dispendieux. Donc, ça permet à tout le monde d'en faire, puis ça permet de socialiser, de faire des rencontres. Puis, c'est aussi démontré que ça permet de réduire l'insécurité vécue dans les quartiers. Maintenant, ça, c'est un aspect que je vais aborder un petit peu moins avec vous, mais dans mon travail de recherche, j'abordais aussi beaucoup les pouvoirs et responsabilités des municipalités, finalement, à l'égard du vélo. Je peux vous mentionner rapidement que c'est la loi sur les compétences municipales qui habilite les villes à réglementer en faveur du vélo, à régir l'utilisation de leur voie publique, par exemple. Il y a aussi le code de sécurité routière pour lequel je suggère de nombreuses améliorations en faveur du vélo. Puis, il y a la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui, en fait, oblige les MRC à se doter de schémas d'aménagement pour
pour l'utilisation de leur territoire, puis qui oblige les municipalités à avoir un plan d'urbanisme qui est conforme au schéma d'aménagement. C'est peut-être ça que je peux vous dire, mais je pourrais vous en parler plus amplement plus tard, à cette heure. Donc maintenant, en ce qui a trait à l'aménagement du territoire, je vais vous parler un peu des principes qui doivent diriger l'aménagement du territoire d'une ville pour favoriser l'utilisation du vélo. D'abord, on doit bien comprendre et spatialiser le territoire, c'est-à-dire d'identifier les principaux générateurs de déplacement. Fait que dans une ville, on va identifier que les gens veulent se déplacer vers l'université, vers les écoles, les garderies, les principaux pôles d'emploi. Puis à partir de cette identification-là, on va aussi identifier les principaux tronçons de déplacement. Puis c'est sur ces tronçons-là qu'on veut faire des bandes cyclables ou des pistes cyclables pour favoriser des déplacements qui soient directs. Donc, puis c'est aussi en comprenant ça, en comprenant les générateurs de transport où ils se trouvent sur le territoire, on va aussi planifier un développement immobilier qui rapproche les pôles d'emploi des habitations finalement, pour que les personnes puissent travailler puis accéder à leurs services dans un périmètre restreint pour diminuer finalement leur déplacement en kilomètres. Puis ça m'amène au point suivant. On va viser un périmètre qui est restreint, qui est mixte. Donc, dans des quartiers, on retrouve des services, des lieux d'emploi, des épiceries, des garderies, des écoles, pour que les distances soient courtes à parcourir. Puis, on veut qu'ils soient denses, évidemment. Puis, le troisième principe, c'est la réduction du stationnement automobile. Ça permet non seulement de libérer de l'espace pour densifier la ville, mais ça fait aussi un obstacle à l'utilisation de l'auto, parce que quand il n'y a pas de stationnement disponible, on trouve un moyen alternatif pour se rendre au point B. Puis la réduction du stationnement automobile, c'est possible de différentes façons. Quand c'est du stationnement qui est détenu par des privés, on peut changer le zonage. Puis quand c'est détenu par la municipalité, on peut changer la vocation à travers le plan d'urbanisme, entre autres. Il y a Martha Rosinski pour qui l'utilisation les stationnements automobiles, en fait, c'est une utilisation injustifiée de l'espace public. Donc, vous pouvez ici lire sa citation qui est assez parlante. Puis j'ai mis une image d'une serre communautaire à Montréal qui a été aménagée sur un stationnement pour montrer un peu que l'espace pourrait être mieux utilisé pour le public. Maintenant, pour l'aménagement, pour les infrastructures et aménagement urbain, je vais vous parler des objectifs qu'on va vouloir viser pour qu'ils soient vraiment favorables à l'utilisation du vélo. Mais avant ça, je vais un peu vous parler des Sherbrookois et le vélo. Donc, quelques chiffres parlant ici. On a une population qui est très active. Hein. 68% de la population a 15 à 64 ans, donc un potentiel de cyclistes grand. 50% des travailleurs habitent à moins de 5 km de leur lieu de travail. 81% utilisent l'auto comme mode principal de déplacement. 0,5% utilisent le vélo comme mode de déplacement. Puis, le nombre de personnes moyen par voiture, c'est 1,1. Donc, ça démontre un peu le phénomène de l'auto-solo. Ici, c'est le résultat d'une étude qui a été réalisée à Portland, un peu pour connaître à qui voulaient répondre les infrastructures cyclables en fait, ils voulaient les catégoriser pour que les infrastructures répondent vraiment aux besoins des cyclistes. Puis, ce qui est intéressant, c'est que le 60%, c'est des gens qui aimeraient faire du vélo, mais qui sont craintifs. Donc, c'est vraiment à ce 60%-là qu'on va vouloir répondre. Puis, pour répondre aux besoins de sécurité, c'est un des premiers objectifs qu'on va vouloir viser avec les infrastructures et aménagements urbains, la sécurité. Puis le 32%, c'est des gens qui, peu importe, n'ont juste pas d'intérêt envers le vélo. Le 1%, c'est des gens qui feraient du vélo, peu importe le type d'aménagement. C'est des Marie-Josée Laforge.
Non, peu importe le type d'aménagement. C'est pas vrai, elle aime mieux les bandes cyclables, mais c'était pour dire qu'elle était une guerrière. Donc, le premier objectif, c'est la sécurité. Il y a différentes façons de favoriser la sécurité, que ce soit par des bandes cyclables sécurisées et avec des bandes cyclables qui prévoient aussi une zone tampon, comme on voit ici sur l'image, pour diminuer les risques d'emportiérage. On veut diminuer la vitesse, modérer la circulation, donc diminuer la vitesse sur les rues. On peut le faire de différentes façons, avec des dome down, en diminuant le champ de vision. On peut vouloir aussi diminuer le débit d'auto, donc le nombre de personnes qui passent sur une artère dans un temps donné. Puis ça, on va le faire en créant, par exemple, des sens uniques, en revoyant la géométrie des rues. À ce sujet-là, j'ajouterais peut-être qu'à Sherbrooke, j'ai d'ailleurs oublié un de mes punchs, c'était dans les chiffres, je voulais dire qu'il y avait comme 1 million de côtes à Sherbrooke. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'à Sherbrooke, il faut vraiment tenir compte de ça, l'aspect sécuritaire, en montant comme en descendant. Les bandes cyclables doivent être plus larges pour permettre aux gens de zigzaguer. Elles doivent être mieux sécurisées parce que ça crée vraiment un sentiment de vertige quand on descend une côte. Donc, il faut vraiment en tenir compte du relief dans tous nos aménagements. Si j'avais autre chose à dire par rapport à la sécurité, c'est démontrer aussi que c'est plus probant de diminuer la vitesse par d'autres mesures que par des limites de vitesse en termes de chiffres, là, des zones à 50 km/h ou à 30 km/h. On est mieux d'y aller avec d'autres, avec du mobilier urbain, avec la diminution du champ de vision, comme je disais, avec des arbres. C'est plus effectif finalement. Puis le deuxième objectif qu'on veut viser avec les infrastructures et aménagements urbains, c'est la rapidité des infrastructures. On veut utiliser le vélo comme mode de transport utilitaire, on veut que ce soit efficace, on veut que ce soit compétitif à l'utilisation de l'auto. Donc, les trajets doivent être directs, continus, ça c'est un des gros enjeux à Sherbrooke, et ils doivent favoriser un cocktail de transport. Donc, direct, ça veut dire pas de détour, ça veut dire qui nous permettent vraiment d'aller du point A au point B. Puis comme je le disais plus tôt, c'est quand on identifie les tronçons prioritaires de déplacement, c'est parce qu'on veut justement mettre des bandes cyclables sur les artères principales. Ça va dans le continu, mais ça, c'est on ne veut pas de piste discontinue finalement. Donc, quand une piste s'arrête, là, finalement, il faut aller plus loin pour la reprendre. Puis, on veut aussi des aménagements qui soient toujours la même chose pour que les cyclistes sachent bien se retrouver sur les pistes. Donc, si c'est une unidirectionnelle, on veut qu'elle continue en unidirectionnelle. D'ailleurs, à ce sujet-là, moi, je conseille des pistes plutôt unidirectionnelles, justement pour pas que les cyclistes aient à traverser des intersections. Quand on sait que 30% des accidents se passent à des intersections, on veut vraiment les sécuriser. Puis favoriser le cocktail de transport, c'est que justement, vu l'étalement urbain, comme par exemple ici à Sherbrooke, il y a certaines personnes pour qui ça va être trop loin de faire le déplacement en vélo. Mais si les pistes cyclables sont connectées à des stationnements incitatifs ou à des stations de transport en commun, on peut se rendre à la station de transport en commun en vélo, l'embarquer sur l'autobus, puis continuer son trajet. Donc, c'est un des objectifs qu'on veut viser avec les infrastructures. Puis finalement, les moyens sociopolitiques, je vous ai mis le plus beau vélo électrique que j'ai trouvé. C'était juste pour dire rapidement que c'est des programmes qui peuvent être mis en place par la municipalité, comme par exemple des incitatifs à l'achat de vélos électriques, ce qui est particulièrement pertinent ici à Sherbrooke avec les côtes qu'on connaît. Donc, et voilà la synthèse des recommandations. Donc, on veut rapprocher les commerces des services et des habitations et vice-versa. On veut un peu moins de stationnement automobile pour plus d'espace public. À Sherbrooke, il y a de la côte. C'est un petit on veut des aménagements pour tous, donc pour tous et toutes, autant les personnes âgées que les familles que les cyclistes aguerris.
On veut viser la quantité, mais surtout la continuité des bandes cyclables, des infrastructures cyclables. Ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est démontré que c'est pas tant le nombre de kilomètres de pistes, mais la continuité qui a vraiment un impact réel sur l'utilisation du vélo. Puis finalement, ben, mon essai s'adressait aux municipalités, mais c'est en fait, le message c'était pour les municipalités de ne pas attendre que le nombre de cyclistes soit assez grand pour mettre en place des infrastructures, parce que le nombre de cyclistes va vraiment aller en augmentant si les infrastructures sont sécuritaires, sont attrayantes. Puis ben, les citoyens, ben, emprochez vos selles, puis j'aimerais ça vous revoir sur les bancs cyclables. Et c'est comme hiver. Allô. Voilà, c'était merveilleux, merci. Merci. Donc, il faut juste dire qu'elle a été très modeste, parce qu'il faut dire que dans sa maîtrise, elle s'est penchée sur les facteurs urbanistiques, législatifs, réglementaires et sociopolitiques pour pouvoir mettre tout en place. Donc, quand même, ça a été un gros travail, et là, je pense qu'elle a bien vulgarisé. Bon, tout le monde est capable de me voir? Oui. Ça, c'est les micros des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez venir ici. On a à peu près 10 minutes. Soyez pas timides. Un programme comme Bixi, ici à Sherbrooke, oui, c'est tout à fait envisageable. Pourquoi on n'en a pas? Je pense que c'est en développement. Il y a eu un projet pilote l'été dernier de vélo électrique en libre service. Puis c'est un projet pilote en fait pour connaître l'intérêt des citoyens, mais je pense que c'est en développement. Ça ne serait pas nécessairement Bixi, mais c'est un service de vélo libre service. Et développement, quoi, une année, tout ça, on parle? L'année passée, il y a eu, c'est ça, je pense qu'il y avait une flotte d'une vingtaine de vélos, si je ne me trompe pas. Puis le projet, c'était d'en avoir 400 sur le territoire. Je pense pas que ça va être pour cet été, mais je pense que c'est peut-être pour l'été prochain. On n'en a pas vraiment parlé, mais mettons, moi, ça fait quelques années que je fais du vélo, mais j'en fais pas l'hiver, puis je commence à prendre goût avec ça, mais je sais pas comment ça marche, comme l'hiver, les routes sont plus dégueu, puis les enjeux de sécurité aussi. Je sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça pour ceux qui sont intéressés à ça, mais qui ne sont pas encore lancés. On pourrait se prendre une bonne bière sur l'utilisation du vélo en hiver. C'est sûr qu'il y a comme plein de détails techniques, mais tu sais, moi, ce que j'abordais au niveau des municipalités, c'est de, tu sais, il y a beaucoup de bandes cyclables qui deviennent des espaces de stationnement en hiver. Puis je me dis, puis c'était appuyé par la recherche, mais tu sais, si ces espaces, si les gens trouvent preneur trouvent de l'espace pour stationner leur auto en été, pourquoi ils ont besoin de ces espaces-là en hiver. Donc, une des mesures qui pourrait être adoptée par la ville, c'est de laisser les bandes cyclables l'hiver, dans le fond. Est-ce que c'est clair? C'est clair, ouais. Puis la ville de Drummondville, en fait, vient juste d'adopter justement une politique en ce sens-là. Elle va laisser les bandes cyclables, des bandes cyclables et non des espaces de stationnement, au moins jusqu'au 15 décembre. Fait que ça allonge déjà la saison, ce qui est une bonne chose. Puis, je sais pas c'est quoi ton nom. Dominique, il y a aussi la coop de vélo, la Déraille, qui a des formations sur le vélo d'hiver. Merci pour ta présentation. Je voulais juste savoir quelle avait été la réponse de la ville de Sherbrooke par rapport à ton mémoire, comment ça a été reçu. Je ne l'ai pas présenté, disons, au conseil municipal ou sous cette forme-là. Par contre, j'organise la randonnée des élus depuis 2 ans, qui est une randonnée à vélo avec les élus, puis on fait aussi maintenant la randonnée des fonctionnaires. Donc, on monte les infrastructures recyclables aux élus et aux fonctionnaires pour montrer un peu les déficiences, finalement. C'est sûr que j'intègre plein d'éléments de mon travail de recherche là-dedans, puis la réponse est super bonne. J'organise ça en collaboration avec le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie. Puis aussi, en fait, en ce moment, la ville est à revoir son PDMI ou PDMI, je pense que c'est le plan de mobilité durable intégrée. Puis je les ai rencontrés pour leur présenter finalement mes recommandations, puis ils étaient super ouverts. Je pense
pense qu'ils vont s'en servir. J'espère que ça ne sera pas tabou. Les avantages de la précision. Merci beaucoup pour votre écoute et vos hochements de tête.